Oui, on voit bien votre écran, Ok, Marion. parfait. Donc du coup, oui, on va vous présenter aujourd'hui donc les solutions fondées sur la nature et notamment pour l'adaptation au changement climatique. Donc moi, je vais me présenter, Maurice présentera après. Moi, je suis chargée de mission du coup solutions fondées sur la nature au Comité français de l'UICN. Donc, je vais vous faire une petite présentation, définition du concept des solutions fondées sur la nature et une présentation rapide du standard mondial en fait, qui a été développé par le secrétariat international de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et Amaury vous présentera plus particulièrement du coup le projet Life Artisan sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Et Donc oui, non, je vous Marion, je terminerai crois qu'on si vous voit, voulez. on voit ton écran, mais on voit juste le mode présentation. Présentation. Alors, c'est pas le bon écran qui est partagé du coup. Arrêtez le partage. Mettre en plein écran et après tu partages le plein écran, je crois. Ouais, mais j'ai plus accès au Zoom après. Attends, autoriser le partage d'écran. Bah, après, tu peux déplacer la fenêtre plein écran pour avoir ton zoom. Hop. Ah ouais, non. C'est celui-là. J'ai compris. C'est que c'était ça et ça. Et là, ça doit être bon. Attends. Clac, clac et clac. C'est bon? Et- Ouais, parfait. Euh, alors du coup, la présentation du concept, donc des définitions et un petit peu d'exemples. Donc un bref historique du coup sur le concept des solutions fondées sur la nature qui a émergé euh, en 2009 lors de la COP 15 et qui a été ensuite retravaillé donc, par l'UICN de 2009 à 2016 pour en fait l'UICN a défini ce qu'étaient les solutions fondées sur la nature en 2016 lors du Congrès mondial de la nature à Hawaï. Et en fait, du coup, l'UICN a continué à travailler sur le concept et à l'intégrer en fait dans les politiques pardon, nationales et internationales et a aussi du coup développé ce standard mondial qui est sorti en 2020. Donc voilà, et maintenant on a, voilà, les solutions fondées sur la nature sont un petit peu apparaissent un petit peu dans tous les textes et tous les plans internationaux et nationaux sur que ce soit sur la biodiversité et en France sur l'adaptation au changement climatique notamment. Donc en fait, la définition, elle est assez. Il y a en fait beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots qui sont importants, donc on décide souvent de la présenter sous forme décomposée. Donc en fait, les solutions fondées sur la nature, elles sont définies comme des actions en fait visant à protéger, gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés en s'appuyant en fait sur les écosystèmes et sur leur fonctionnement. Donc ces solutions, en fait, elles sont là pour répondre directement à un défi sociétal, donc de manière efficace et adaptative. Donc on a six défis sociétaux qui sont l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques naturels tels que les inondations, le développement socio-économique du territoire, l'amélioration de la santé humaine, la sécurité alimentaire et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable. Donc en fait, ces défis, donc c'est des grands défis, mais en fait, ces défis à chaque fois dans chaque projet doivent être identifiés et définis à l'échelle locale en fait du projet. Et le troisième point qui est très important, c'est ces projets de solutions fondées sur la nature doivent assurer donc le bien-être humain et doivent produire surtout des bénéfices pour la biodiversité. Donc en fait, on a trois questions initiales en fait quand on parle d'un projet solution fondée sur la nature. On a trois questions auxquelles le projet doit répondre pour être SFN, ce qu'on appelle SFN compatible. Donc le projet est-il basé sur les écosystèmes et leur fonctionnement? Est-ce qu'il répond à un défi sociétal? Et est-ce qu'en fait il est construit, est-ce que le projet est construit pour engendrer un gain net pour la biodiversité? Donc là, je vous ai mis quelques exemples et j'en ai mis
plusieurs autres dans la présentation, dans le PowerPoint, comme vous les aurez, vous aurez des exemples un peu plus exhaustifs. Et donc voilà, par exemple, à l'échelle d'un bassin versant, donc on promeut aussi les solutions fondées sur la nature, c'est soit à une échelle globale et non pas hyper locale. Donc effectivement, c'est intéressant de voir les projets SFN qu'on peut faire à l'échelle d'un bassin versant. Donc notamment, ça va être là le risque, ça va être la prévention du risque d'inondation en termes de défis sociétal. Donc on peut donc préserver et restaurer les zones humides, aménager des zones d'expansion de crues, reméandrer les cours d'eau, désimperméabiliser les villes qui sont à côté d'un cours d'eau, planter sur les berges, restaurer ou protéger la ripisylve, etc. En milieu littoral, ça va être notamment des actions de dépoldarisation et de démanteler donc les infrastructures côtières, préserver et restaurer durablement les marais, estuaires et lagunes, ainsi que les écosystèmes donc, sableux, donc les dunes, et évidemment les mangroves et les récifs coralliens, donc les mangroves surtout en contexte ultramarin. Et enfin, du coup, en forêt, on va avoir donc gérer durablement des forêts diversifiées, donc aussi préserver les vieux bois et le bois mort, donc pour retenir. Donc là, on va être surtout sur la prévention du risque incendie et la prévention de risques gravitaires. Et donc voilà. Alors, il y a le fameux quiz. Donc, je vous laisse rentrer alors soit le QR code, soit le code que vous avez dans le chat. Et donc en fait, en fonction, du coup, en vous posant la question de ces trois questions, donc le projet est-il basé donc, sur les écosystèmes et leur fonctionnement? Répond-il à un défi sociétal et engendre-t-il un bénéfice pour la biodiversité? En fait, je vais vous présenter rapidement des intitulés, on va dire, de projets. Je vais vous demander si, selon vous, ces projets peuvent être qualifiés ou non de solutions fondées sur la nature. Donc là, on est sur une plantation d'eucalyptus en Europe, suite en fait à des dépérissements de peuplements existants, donc d'une forêt existante. Donc en fait, le projet c'est du coup voilà, de planter cette forêt d'eucalyptus à la place d'une forêt qui est en train de dépérir, donc avec un double objectif. Ça va être l'atténuation du changement climatique par du coup la plantation d'arbres et donc qui permet d'avoir un puits de carbone, et le développement socio-économique avec l'approvisionnement en fait d'une industrie locale, par exemple une papeterie qui va employer une part importante de la population sur le territoire. Donc, à votre avis, est-ce que c'est une solution fondée sur la nature? Ok, ça vote encore. Donc on a une majorité de non et de ça dépend. Alors, on va essayer de répondre aux trois questions. Donc, est-ce que l'action est basée sur le fonctionnement des écosystèmes? Alors, en fait, on va avoir une gestion non durable. Alors, le mot important ici était plantation d'eucalyptus en Europe de l'Ouest, parce qu'évidemment, ça peut changer selon les régions du monde. Donc, en fait, on va avoir une gestion non durable de l'écosystème forestier. Déjà, on va avoir une monoculture d'eucalyptus. Et en fait, on va avoir une artificialisation ou alors ce qu'on appelle un désert vert du terrain. Est-ce qu'on répond à un défi sociétal identifié sur le territoire? Oui, parce qu'effectivement, on va avoir un stockage du CO2 et peut-être une atténuation du changement climatique, mais encore faut-il pouvoir le démontrer. On va avoir effectivement le développement d'emplois locaux pour la filière. Par contre, on va avoir des externalités négatives pour les agriculteurs, puisqu'on va avoir en fait une concurrence sur la ressource en eau, puisque les eucalyptus sont quand même assez gourmands en eau. Une augmentation du risque incendie, parce que pareil, les eucalyptus sont quand même reconnus pour brûler, pour augmenter ce risque incendie, surtout si c'est de la monoculture. Et en fait, on va avoir un coût de gestion des espèces exotiques envahissantes, puisqu'encore une fois, l'eucalyptus, pour le moment, n'a rien à faire en Europe.
Et les bénéfices pour la biodiversité, on n'en a pas non plus parce qu'on va avoir un assèchement, un appauvrissement des sols avec cette essence qui est quand même très peu compatible avec les sols, avec nos sols, un impact négatif sur les espèces natives et le caractère invasif. Donc la réponse était non. Donc deuxième exemple, on va avoir une épuration des eaux usées par lagunage. Donc là, le double objectif, ça va être l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, et éviter en fait le recours à des traitements chimiques des eaux usées et de désengorger le réseau d'assainissement classique. Donc à votre avis, start, hop. Alors, pour ce qui est donc l'épuration des eaux usées par lagunage. Donc, est-ce que c'est une action qui est basée sur les écosystèmes? Oui, très clairement. Euh, voilà, on va avoir l'action combinée des bactéries, des macrophytes présents qui vont être présents dans les bassins. On est vraiment sur, voilà, on est vraiment sur une action qui est basée sur les écosystèmes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça répond à un défi sociétal avec l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Alors néanmoins, pour le, dans ce cas-là, et en fait, cet exemple-là, il est vraiment pour illustrer les solutions fondées sur la nature, enfin les projets de solutions fondées sur la nature. Il y a très peu de projets qui sont soit très rapidement, enfin, en fait, on peut très rapidement statuer sur le caractère solution fondée sur la nature ou non d'un projet. Il y a très peu de projets en fait qui sont blancs ou noirs. En fait, on a la plus grande majorité des projets qu'on va nous présenter ou qui peuvent être estampillés solutions fondées sur la nature. En fait, ça va vraiment dépendre de comment il est fait. Donc là, en l'occurrence, dans ce que je vous ai présenté, on n'a pas d'éléments en fait sur la biodiversité parce qu'on n'a pas d'éléments sur comment c'est fait. Donc notamment, en fait, donc la réponse c'est estampillé solution fondée sur la nature. Ça dépend. Donc dans la plupart des cas, effectivement, ça va être une solution fondée sur la nature, mais pour un exemple, ça ne sera pas une solution fondée sur la nature selon ce qu'on met en fait comme végétalisation dans ces bassins, et notamment si on met des espèces exotiques envahissantes qui vont pouvoir effectivement remplir le rôle d'épuration et d'assainissement, mais qui vont aussi en fait engendrer un coût supplémentaire quand même l'eucalyptus pour en fait qui va engendrer une maladaptation. Et ce qu'on ne peut pas avec les solutions fondées sur la nature, c'est une maladaptation. Donc si en fait on met des espèces exotiques envahissantes pour répondre à un problème, à une problématique, mais qu'en fait bah, du coup cette espèce exotique envahissante elle va se propager et puis elle va engendrer en fait des conséquences négatives sur la biodiversité présente, ça ne pourra pas être un projet solution fondé sur la nature. Donc le reméandrement d'un cours d'eau, ça c'est le troisième projet. Donc l'objectif, c'est de prévenir le risque d'inondation lié aux crues, en redonnant en ralentissant en fait le cours d'eau, en redonnant des méandres, et la restauration des continuités et fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques sur tout le long du cours d'eau. Donc ça, est-ce que c'est, selon vous, une solution fondée sur la nature? Alors,
Ok, donc une grande majorité de oui. Donc là, on est sur la restauration d'un écosystème fonctionnel. Donc on est bien sur une action basée sur le fonctionnement des écosystèmes, en fait. Parce que voilà, on va redonner le caractère et la dynamique naturelle au cours d'eau. Est-ce que ça répond à un défi sociétal? Oui, puisqu'on va avoir la diminution des hauteurs de crue, un effet tampon, en fait, du trop et aussi du manque d'eau, parce que ça joue dans les deux sens. Et le bénéfice pour la biodiversité, on va avoir la restauration de continuité écologique, on va avoir un bénéfice pour, euh, pour les poissons, une augmentation de la richesse et de l'abondance de la macrofaune aquatique. Donc, bien évidemment, ça, on peut dire que donc, ça dépend toujours, effectivement, mais disons que sur ce projet-là, sur un projet de reméandrement de cours d'eau, pardon, c'est quand même très compliqué de ne pas être une solution fondée sur la science. Enfin, il faudrait vraiment faire des choses, des actions très, très négatives, aux conséquences très négatives à côté pour que ça ne soit pas qualifié, on va dire, d'un projet solution fondée sur la nature. Et donc le dernier, juste pour enlever toute ambiguïté, le déploiement d'un parc ENR avec un objectif de produire de l'énergie ou de lutter contre le changement climatique. Est-ce que ça pour vous c'est une solution fondée sur la nature ou non? Bon, je pense que du coup vous avez... C'est bon, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de suspense. Donc effectivement, donc on n'est pas, en fait, on est sur des actions qui sont dérivées de la nature, qui ne s'appuient pas sur les écosystèmes. Et, euh, et en fait, c'est pas ni une action de restauration, ni de gestion durable ou de préservation d'un écosystème. C'est vraiment juste utiliser bah, soit le vent, soit le soleil. Donc est-ce que ça répond à un défi sociétal? Oui. On peut avoir des externalités négatives pour les riverains. Et le bénéfice pour la biodiversité, on va avoir, des impacts notables sur la biodiversité. Et on peut effectivement avoir des impacts indirects qui sont positifs en atténuant pardon, les effets du changement climatique, mais encore une fois, faut-il le prouver? Donc là, effectivement, la grande majorité, on n'est pas les solutions, les énergies renouvelables, effectivement, il faut les faire, mais ce ne sont pas des solutions fondées sur la nature. Donc, je vais vous présenter très rapidement, du coup, ce fameux standard mondial de l'UICN, avec définition et outils. Alors, les outils, il faut que je les rajoute. Je crois que j'ai pas mis les derniers. J'en parlerai à l'oral. Donc, pareil, je vais passer rapidement. Vous aurez les slides où ça sera plus détaillé. Donc, déjà, le standard mondial de l'UICN, il a été fait pour, en fait établir du coup un langage commun entre tous les acteurs, que ce soit les porteurs de projets ou les financeurs, donc les services de l'État, la collectivité, les entreprises, ça va être les gestionnaires, les associations, vraiment tous les acteurs qui sont concernés par la mise en place de solutions fondées sur la nature. Et les solutions fondées sur la nature, ça permet un petit peu de ne plus travailler en silo et de faire un petit peu du transversal entre que ce soit l'adaptation au changement climatique et la biodiversité, ou la prévention des risques et la biodiversité, etc. Donc il faut, voilà, il faut établir un langage commun pour savoir de quoi on parle. Donc en fait, c'est un outil, ce standard mondial, c'est un outil de planification qui va faciliter en fait la planification et l'évaluation d'un projet SFN avec des indicateurs, donc autant sur ces trois questions très de la définition, c'est-à-dire sur les actions des écosystèmes, le défi sociétal et la biodiversité, mais également en fait sur des critères qui vont avoir sur la gouvernance, en fait, comment est fait le projet pour qu'il soit durable dans le temps et qu'il ait toutes les chances d'aller au bout, d'une part, et de produire les meilleurs bénéfices pour le bien-être humain et pour la biodiversité. Donc il y a 8 critères qui sont déclinés en 28 indicateurs et qui doivent être du coup utilisés dès la planification. Parce qu'effectivement, avec 28 indicateurs, si on commence à se poser la question lorsque le projet est fini, si c'est une solution fondée sur la nature ou pas, c'est compliqué. Donc le premier critère, c'est la réponse à un défi sociétal, avec donc une définition de la problématique, un diagnostic et des propositions et des résultats. Le critère 2, c'est
Alors une échelle spatiale pertinente c'est une échelle spatiale pertinente, mais également en fait la vision systémique en fait des interactions au sein du territoire. Donc tout ce qui est en fait toutes les activités socio-économiques en fait et leurs liens avec les écosystèmes et avec le projet en question. Le critère 3 en fait, va mesurer les bénéfices nets pour la biodiversité. Donc, encore une fois, avec un état initial, puisque donc, dans le projet Solutions fondées sur la nature, ce qui est important, c'est que la biodiversité soit prise en compte dès le début. C'est pas à la fin du projet. En fait, il ne faut pas que la biodiversité soit un, un co-bénéfice opportuniste. En fait, il faut vraiment que cette recherche de bénéfices, de gains nets pour la biodiversité fasse vraiment partie intégrante du projet. Donc le critère 4, c'est la viabilité économique du projet, donc avec voilà, les coûts-bénéfices, la diversification des financements, les viabilités économiques classiques en fait, d'un projet. Et le critère 5, donc qui est assez important puisqu'il y a 5 indicateurs sur une gouvernance en fait, inclusive et transparente du projet, donc avec des mécanismes de concertation pour des remontées d'informations, que en fait, tout ce qui est un processus décisionnel qui va être documenté, qui va être accessible en fait, à toutes les parties prenantes et à tous les acteurs. Et il y a un dernier indicateur sur la coopération transfrontalière. Donc, on ne parle pas que de coopération transfrontalière, on ne parle pas que de pays à pays, mais vraiment toutes les frontières, on va dire, que ça soit donc entre communes, entre interco, entre régions. Si le projet, en fait, parce qu'un écosystème donc, ne s'arrête pas aux limites administratives, si l'écosystème ou le territoire concerné, en fait, euh, recouvre plusieurs entités, il faut qu'il y ait en fait une forme de coopération qui soit établie et qui soit documentée. Donc le critère 6, c'est un petit peu ça reprend en fait un petit peu tous ces cinq critères qui posent un petit peu le projet. Donc le critère 6, ça va être l'équilibre des compromis. Donc quels, quels sont en fait quelles sont les actions mises en place, quels sont les curseurs et les garanties euh, et les ajustements en fait, comment sont révisés comment sont mesurer un petit peu toutes ces actions, que ce soit pour la biodiversité ou pour le défi sociétal. Et aussi, il y a un indicateur sur le fait que les différents usages du site, du projet, en fait, soient identifiés et respectés. Et donc après, on a le 7 et le 8. Donc le 7, c'est sur la gestion adaptative donc, du projet. Donc on s'appuie sur les écosystèmes. Donc il faut quand même qu'il y a une part un petit peu imprévisible de comment va évoluer l'écosystème. Donc il faut qu'il y ait voilà, des hypothèses, des trajectoires qui soient mises en place. Il y a un suivi, une évaluation et l'adaptation du projet en fonction des résultats de ces évaluations. Et le critère 8, pardon, où on monte un petit peu en échelle, c'est l'intégration du projet et sa durabilité. Donc son intégration en fait dans les cadres nationaux et internationaux ou dans les politiques publiques. Et en fait, il y a aussi le côté de communication en fait des enseignements du projet et la reproductibilité en fait du projet et surtout et notamment les conditions de reproductibilité du projet. Et normalement, moi j'en ai fini, oui. Et donc je laisse la main à Amaury. Merci Marion. Je vais vous présenter rapidement une enquête menée en 2021-2024 justement sur la perception de ces solutions fondées sur la nature. Et après, je vais vous présenter brièvement le Life Artisan avant de passer aux questions-réponses. Cette enquête est assez intéressante quand même pour voir un petit peu comment ce concept arrive un peu à se diffuser auprès des acteurs que vise le projet artisan, sur lequel je vais revenir juste après, hein, mais je voulais faire suite à la présentation de Marion avec ces quelques chiffres. Je vais vous présenter surtout les chiffres un peu au niveau des communes et des EPCI. Donc au niveau des communes, on a 40% des communes qui disent avoir déjà mis en place des actions fondées sur la nature pour faire face au changement climatique, ou ont prévu de le faire pour 20% d'entre elles. Euh, Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, alors autant au niveau des communes, la notoriété des SFN est plutôt stable. Par contre, au niveau des EPCI, on a une forte hausse depuis 2021, puisque 92% de ces EPCI connaissaient les SFN. Donc on voit aussi que c'est une notion aussi qui s'essaime plutôt bien.
Et enfin, peut-être un chiffre aussi intéressant, c'est que 60% de ces communes qui ont mis en œuvre donc, des actions ont intégré des SFN dans leurs documents de planification et dans une large majorité dans les PLU. Voilà, slide suivante. Parmi les communes qui ont mis en place ou qui envisagent de mettre en place des actions fondées sur la nature, la plupart, enfin encore une bonne majorité quand même, les deux actions qui ressortent le plus, c'est des actions plutôt en milieu urbain, qui c'est peut-être trait aussi à peut-être à une communication plus ample de ce genre de solutions. Donc lutter contre les îlots de chaleur via la végétalisation, mais également réguler les flux hydriques par la désimperméabilisation des sols pour gérer les eaux pluviales à la source. On peut voir aussi également que les actions pour protéger les productions agricoles sont également aussi en forte hausse, également plutôt bien répandues. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant de voir aussi que dans ces deux milieux, c'est des solutions quand même largement mises en œuvre aujourd'hui, enfin en tout cas dans une proportion croissante. Slide suivante. Donc toujours sur les structures qui ont déjà mis en œuvre des actions, lesquelles ont été, disons, perçues comme les plus efficaces. Alors viennent en premier les appuis techniques et administratifs, qui demeurent le levier le plus efficace. Et c'est d'autant plus pertinent que c'est également le levier le plus fréquemment mobilisé par les collectivités. Avec cet autre levier aussi également la production locale de connaissances. Et après, il y a d'autres leviers qui sont moins utilisés, mais qui sont quand même perçus comme les plus efficaces, notamment bah, l'accès au financement, bien sûr, mais également l'accompagnement à la mise en œuvre par différentes filières sur le territoire, et puis une gouvernance dynamique entre les acteurs du territoire et la collectivité. Et enfin, des outils qui sont soit utilisés, soit moins utilisés, mais perçus comme pas forcément plus efficaces, ont été identifiés les formations et puis l'outillage et la réglementation. En revanche, sur la slide suivante, si on regarde plutôt les leviers qui sont perçus comme qui seraient plus efficaces pour des communes qui veulent mettre en place des actions, on retrouve toujours les appuis techniques administratifs, d'où l'intérêt comme d'un appui, que ce soit des acteurs publics ou privés, BE, etc. Mais également un accès au financement qui peut être un levier pour ces collectivités qui ne sont pas encore passées à, à l'action, et la réglementation des politiques publiques favorables dans lesquelles on peut retrouver par exemple tout ce qui est accès au foncier, etc. Une CPE qui peut être assez bloquant. Sur la slide suivante, on avait vu justement en 2021, cette première enquête nous avait permis de dresser une liste des freins qu'on trouvait aussi intéressant de vous exposer. Je vais pas aller dans le détail de chacun de ces freins, mais rapidement, on peut, donc chacune des étapes de la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, on trouve plusieurs freins. Dans l'émergence, on trouve aussi une mauvaise perception, hein, serait perçu comme nuisible ou avec également peut-être une tangibilité encore non convaincante. Dans la nuisance, on peut reprendre, c'est souvent l'exemple qu'on donne sur des collectivités qui auraient peur un peu de redonner la place à l'eau sur leur territoire pour réduire les risques d'inondation. À l'étape de la conception, peut-être avoir aussi un manque de compétences en interne, techniques, administratives pour gérer ce type de solution. Également, difficulté à trouver aussi des évaluations financières assez fiables sur combien coûte concrètement une solution fondée sur la nature. Peut-être également un manque aussi de référentiel sur la performance de ces solutions sur la prévention des risques. C'est tout ce qu'essaie aussi de faire Artisan aussi pour revenir un peu avec ces données chiffrées auprès des collectivités en faisant un suivi plus précis de pas mal de projets. Je vais y revenir. Sur la réalisation, bah, le classique accès au foncier, hein. Les compétences insuffisantes également des entreprises avec lesquelles travaillent les collectivités, que ce soit au niveau des bureaux d'études que des entreprises. Et puis l'inadéquation des marchés publics qui favorisent bien souvent des performances rapides, ce qui n'est pas forcément dans l'échelle de temps des solutions fondées sur la nature. Et puis enfin, sur la pérennisation, on retrouve souvent aussi les coûts liés, et puis le manque de retour d'expérience lié à l'entretien de ces solutions, plus qu'à leur mise en œuvre. Donc le projet Artisan, alors il est piloté par l'Office français pour la biodiversité, mais alors il est mis en œuvre par 27 autres partenaires, dont l'UICN, le CEREMA, l'ADEME, vous avez aussi également la CDC Biodiversité, le Comité 21 et j'en passe, le CEPRI, beaucoup d'agences régionales de la biodiversité, et puis tous les acteurs locaux qui mettent en œuvre des solutions concrètes dans le cadre d'artisans, hein, des syndicats mixtes, des associations, etc. Puis beaucoup de collectivités. Je ne vais pas détailler cette belle rosace, mais c'était aussi pour vous exprimer à quel point, du coup, on essaie de mettre en œuvre beaucoup d'actions qui répondent aux freins qu'on vient de vous exposer. Elles sont de type à la fois plaidoyer, mise en œuvre concrète, un accompagnement, animation au niveau des régions, etc. Donc tout ça, ça se divise en... Alors peut-être avant aussi, pour compléter ce que disait Marion sur les bénéfices de ces solutions-là, nous, d'un point de vue aussi peut-être plus politique, on insiste aussi sur la notion de sans regret de ces solutions. C'est-à-dire que quand bien même l'humanité arrivera à se mettre d'accord
pour limiter le réchauffement climatique, en tout cas, et les émissions de gaz à effet de serre à bon, j'ose même plus dire un degré aujourd'hui, mais en tout cas, ces solutions-là sont sans regret dans le sens où elles ont toujours un intérêt à être mises en œuvre, peu importe la trajectoire de réchauffement climatique. Elles sont également flexibles, on peut se tromper et puis adapter le projet au fur et à mesure. Et puis, on nous dit souvent, mais c'est des solutions qui sont mises en œuvre, qui sont liées comme le monde ou de bon sens. Alors oui, mais pourtant, elles sont quand même encore souvent trop délaissées face à des solutions classiques de génie civil ou en tout cas même dans des solutions qui pourraient être mixtes. C'est des leviers qui sont identifiés dans beaucoup d'actions du PNAC 3, pas que l'action qui sont dédiées au SFN, on l'a vu, il y a une vingtaine d'actions qui y font référence. Et puis enfin, encore une fois, c'est une solution 4 en 1, tant pour l'atténuation, l'adaptation, la biodiversité et puis les multiples bénéfices socio-économiques. Et dans un temps de disette un peu budgétaire, je pense qu'il est important aussi de noter qu'avec un même budget, on peut répondre à beaucoup d'objectifs de politique publique locale. Et donc nous, pour montrer tout ça, on a trois piliers, donc à la fois le local, on a un programme démonstrateur avec 10 sites pilotes partout en France, y compris en Outre-mer. Alors je vais pas les détailler, je voulais vous exposer quatre projets un peu pour vous montrer aussi la diversité, comme l'a déjà un petit peu fait Marion, des projets et des milieux écologiques dans lesquels on les met en œuvre. Par exemple, ce projet-là en Bretagne, dans lequel on vient restaurer des zones humides et on vient reméandrer un cours d'eau pour réduire l'impact des sécheresses en régulant le cycle de l'eau et puis aussi également pour réduire les inondations dans le bassin versant du Néal en régulant les débits. Je rentre pas trop dans le détail. En plus, là, on a la chance d'avoir un porteur de projet qui est capable de faire le suivi de ce projet-là, puisque l'intérêt des projets artisans, c'est on a le luxe de pouvoir aussi faire un suivi très détaillé, tant sur l'aspect biodiversité, qui n'est pas effectivement un luxe ou un co-bénéfice en plus, mais vraiment aussi un prérequis pour ces projets-là, tant et pour l'adaptation. En milieu rural, on travaille à la restauration d'un réseau de haies autour des bocages en Suisse normande pour réduire les problèmes de ruissellement, hein. Il y a une vocation toujours d'adaptation au changement climatique et d'érosion des terres qui affectent les cultures. Mais également, on vient aussi permettre le stockage de l'eau dans les sols pour réduire l'impact des sécheresses et puis aussi permettre une alimentation lorsque alimentation d'élevage, lorsque l'herbe est moins disponible. En milieu urbain, peut-être que enfin, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà ces arbres à la pluie, hein, qui viennent contribuer justement à filtrer l'eau pluviale et réduire le ruissellement et les inondations liées à la saturation des systèmes de gestion des eaux pluviales, avec, vous voyez, une fosse qui permet aussi une entrée dégagée, puis une tranchée d'infiltration qui permet cette infiltration à l'eau, et puis une parcelle suffisamment grande pour permettre aussi un gain en biodiversité. Et dernier projet que je voulais vous exposer rapidement en Outre-mer, en Martinique. Là, c'est plutôt pour mettre en avant l'aspect aussi innovant des solutions fondées sur la nature. C'est des solutions effectivement de bon sens et de vieilles comme le monde, mais il y a aussi quand même, ça a aussi un champ d'innovation scientifique et technique, puisque là, on est venu mettre des structures pour favoriser la sédimentation des sols et pour permettre aussi le retour de la mangrove et réduire l'érosion côtière. Et c'est des solutions qui étaient plutôt mises en œuvre sur Terre. Et là, on essaie aussi, c'est un peu donc expérimental, puisqu'on essaie de mettre en œuvre, mais déjà sous l'eau, quoi. Deuxième pilier, c'est tout le travail réalisé par les animatrices et les animateurs régionaux pour les solutions fondées sur la nature. C'est vraiment la pièce maîtresse, je dirais, d'Artisan, dans le sens où c'est vraiment eux qui vont faire un travail de terrain pour mettre en réseau les acteurs de l'adaptation et de la biodiversité partout en France. Là, vous avez leur identité puis leur adresse si jamais vous travaillez plus spécifiquement sur une région. Et ils viennent également apporter une expertise biodiversité dans l'analyse des projets d'adaptation des territoires, des bailleurs publics, nationaux comme régionaux et locaux. Donc ils font vraiment ce travail d'orfèvre, je dirais, sur la dissémination de ces solutions fondées sur la nature. Et puis enfin, au niveau national, nous, on essaie d'équiper, d'outiller tous les acteurs avec des publications, des outils en ligne, des fiches retour d'expérience, beaucoup qui viennent d'ailleurs de l'UICN, puis de la CDC Biodiversité. Euh, enfin, sur le sujet plus spécifiquement de la planification, on a essayé aussi de rédiger des guides sur comment on intègre ces SFN dans les SDH pour l'eau, dans schémas régionaux, les SRADET, également dans les plans locaux air, énergie, climat, les SCOT, les PLU, etc. Donc, pour aller un peu vraiment concrètement accompagner les collectivités là-dessus, on a fait aussi un guide sur les financements, sur où est-ce qu'on peut trouver des financements pour ces solutions fondées sur la nature. Et puis également des notes de cadrage également pour se sensibiliser et puis comprendre un petit peu ce qu'on appelle solution fondée sur la nature, comme l'a largement expliqué Marion. Notre outil phare qu'on a sorti, oui, excuse-moi Marion, j'ai oublié de te dire à chaque fois de passer sur la salle, mais je vois que tu me suis. Je suis en train de regarder les notes, merci beaucoup. J'en finis là. C'est l'outil phare qu'on a sorti il y a un mois, un outil interactif sur les solutions fondées sur la nature, qui se divise en deux web publications. Donc l'une est plutôt dédiée aux décideurs, publics comme privés,
où là, on essaie plutôt d'expliquer pourquoi il faut mettre en place ces solutions fondées sur la nature, avec des exemples de coûts, exactement, revenir aussi sur les idées reçues qu'on peut avoir sur ces solutions fondées sur la nature. Et puis une deuxième web publication qui est plutôt dédiée aux techniciens, où là, on va essayer plutôt d'expliquer comment on va mettre en œuvre ces solutions en revenant pour chaque étape. Donc quand vous arrivez, on va vous mettre le lien sur le... Je vais peut-être pas prendre le temps là, parce qu'on a peut-être plus beaucoup de temps. Je vais juste vous mettre le lien dans le chat, mais quand vous arrivez sur le lien, vous pouvez cliquer donc soit sur la publication spéciale, soit sur la boîte à outils. Vous avez quelques chapeaux explicatifs pour revenir un petit peu, encore une fois, sur pourquoi mettre en œuvre ces solutions, etc. Et puis le cœur de l'outil, c'est vraiment cette carte que vous voyez à droite, où vous pouvez cliquer, tant sur... donc là, c'est la carte plutôt des publications spéciales, mais vous avez la même pour technicien. C'est les couleurs qui vont changer, et puis après, quand vous cliquez, ça va complètement changer aussi de contenu. Euh, pour chaque milieu, on vous expose les différentes solutions fondées sur la nature qui existent. On vous les répertorie avec des REX existants, et on essaie aussi de souligner les avantages en termes de biodiversité, d'adaptation ou pour le territoire en termes socio-économiques et puis paysagères, etc. Et dans la boîte à outils technicien, on va venir détailler les étapes une par une sur la conception, etc., l'émergence, enfin la mise en place, le financement et autres. Et après, on va aller vraiment accompagner le porteur de projet étape par étape pour aller trouver toutes les ressources qui existent partout en ligne et autres pour faciliter cette mise en œuvre. Voilà, j'en ai fini. On a fini à peu près dans les temps, un petit peu en retard. Je nous en excuse. On est disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup Marion et Amaury pour cette présentation. Alors, il y a beaucoup de questions sur les arbres, mais avant qu'on rentre sur le sujet spécifique des arbres, moi j'avais une question, plutôt un retour sur quelque chose que vous avez esquissé dans vos présentations. Quand on parle de changement climatique, un des risques qui commence à prendre de plus en plus d'importance, c'est le risque de maladaptation. C'est-à-dire des réponses aux impacts du changement climatique ou même à des solutions d'adaptation au changement climatique qui aggravent en fait la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels plutôt que de les rendre plus résilients. Euh, En quoi les solutions fondées sur la nature réduisent ce risque par rapport à une solution plus ingénierée? Voilà. Donc, si vous pouviez détailler un petit peu plus ce point-là de l'avantage d'utiliser une SFN pour éviter le risque de maladaptation. Bah, si on revient, Marion, tu veux peut-être commencer, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, si on revient sur la définition de la maladaptation, c'est l'idée aussi de mettre en place une action d'adaptation qui va à l'encontre d'autres objectifs sociétaux, c'est-à-dire l'atténuation, mais également la justice sociale ou la biodiversité, et encore, qu'est-ce que je pourrais dire, la santé des écosystèmes et la santé humaine. Si on prend cette définition de la maladaptation, on voit bien qu'une SFN répond quand même, coche quasiment toutes les cases, puisqu'à la fois on va... Alors l'atténuation, il faut aussi faire pareil un suivi, hein. Dans certains milieux, ça peut être plus compliqué que ça, et ça dépend aussi de de l'échelle de temps, mais encore une fois, le gain en biodiversité est obligatoire pour appeler ça une SFN. On essaie d'adapter aussi, pareil, il faut faire un suivi pour voir aussi à quel point cette solution est suffisante. Et puis je dirais même sur le côté justice sociale, puisqu'on vient aussi améliorer souvent bah, le paysage d'un territoire, restaurer un paysage, améliorer aussi le cadre de vie des habitants, l'accès aussi à un écosystème en bonne santé, qui favorise aussi la bonne santé d'une société humaine, hein. Donc je pense que là-dessus aussi on s'assure aussi de ne pas aller dans une maladaptation. Et d'où encore une fois la notion de sans regret, effectivement, j'ai pas prononcé le mot de maladaptation, mais c'est aussi clairement intégré dans cette notion de sans regret, puisque vous êtes sûr quand même de pas aller à l'encontre d'autres objectifs de politique locale, régionale ou nationale. Vas-y Marion, si tu veux. Oui, juste pour compléter du coup, dans les solutions fondées sur la nature, comme on l'a dit, on s'appuie sur les écosystèmes, mais je n'ai peut-être pas insisté sur le fait qu'on s'appuie sur les écosystèmes, mais surtout sur le fonctionnement naturel en fait des écosystèmes. Un projet de SFN, c'est pas un projet où on met des bacs qu'on doit arroser toutes les 2 semaines. C'est que normalement, souvent, l'action technique, elle va avoir lieu en début de projet, parce qu'on va restaurer un écosystème. Mais le but final, c'est que cet écosystème, en fait, son fonctionnement naturel permette de répondre en fait à l'objectif initial. Donc, c'est vrai on voit mal comment on peut enfin, en fait, s'il y a une maladaptation, c'est que le projet aura été mal fait du début, parce que c'est qu'on doit revenir
beaucoup dessus. Et aussi, je pense que ce critère 5 de gouvernance est assez important, notamment voilà, pour tout ce qui est justice sociale. Et, euh, et le fait, en fait de considérer tous les acteurs et toutes les activités qui ont lieu sur le territoire permettent aussi de contrer un petit peu ce risque de maladaptation. En fait, si tout est considéré, en tout cas, ça réduit le risque d'avoir un projet qui entraîne cette problématique-là. D'ailleurs, effectivement, pour rebondir sur ce point-là, et les critères que tu as présentés, Marion, pour la mise en œuvre d'une action d'adaptation fondée sur fondée sur la nature, on se rend compte que c'est des critères qui sont enfin, très complets et que c'est aussi une bonne méthode à appliquer pour n'importe quel autre type d'action d'adaptation que l'on veut mettre en œuvre dans un territoire. Ça, c'est aussi important de le dire. Alors peut-être juste pour continuer dessus, sur les autres, c'est Tristan Coubert, sur les autres bénéfices qui sont pris en compte quand on étudie une solution fondée sur la nature. Est-ce qu'il y a des grilles spécifiques qui existent ou c'est adapté à chaque solution fondée sur la nature pour évaluer les co-bénéfices hors des bénéfices spécifiquement attendus, ce que vous indiquez, amélioration de la qualité de vie, impact sur la santé? Comment est-ce qu'on évalue ces co-bénéfices? Alors, comme effectivement vous avez peut-être pu le voir rapidement, les indicateurs de l'UICN, c'est des indicateurs qui vont être qualitatifs. Parce qu'effectivement, c'est un standard mondial, donc qui concerne tous les pays, qui concerne tous les défis sociétaux et tous les projets SFN. Donc, c'est compliqué d'avoir enfin, au niveau international, de mettre des seuils ou faut compter ça, faut compter ça. Donc, ça va vraiment être à chaque projet et à chaque acteur en fait, de définir pour répondre à cet indicateur-là, ce que ça signifie pour se protéger là. Après, du coup, mais je laisserai Amaury compléter pour Artisan, parce qu'il y a eu une vraie réflexion, justement, il y a toute une grille pour chacun des 10 sites pilotes. Et nous, voilà, ce qu'on essaie de mettre aussi en œuvre du côté du comité de l'UICN, enfin, ce qu'on valorise et ce qu'on demande aux acteurs, c'est vraiment de se saisir, du coup, de ce standard. Nous, là, on va sortir en janvier, et je ne l'ai pas mis dans le scène, mais on n'a pas encore le lien. Mais en fait, on va sortir un outil d'accompagnement en fait, de ce standard adapté au contexte français avec des exemples pour pouvoir répondre en fait à ces indicateurs. Donc ça, enfin, quand il sera en ligne, de toute façon, je vous tiendrai informé, je vous donnerai le lien. Mais c'est vraiment s'approprier. En fait, il faut s'approprier ce standard. Donc pour ça, il faut vraiment rentrer dedans. Et il faut s'approprier les indicateurs. Là, l'UICN international est en train de réviser le standard et réfléchit aussi à mettre une certaine, justement, sorte enfin, de réfléchir à des métriques à mettre sur ces indicateurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il est assez... voilà, ça concerne beaucoup de projets et beaucoup de projets différents. Oui, effectivement, nous, au début du projet, en fait, on a constitué un référentiel d'indicateurs qui est propre à chaque site. Et c'était aussi d'où l'intérêt d'avoir vraiment des sites pilotes qui représentaient un peu tous les milieux écologiques. Et alors, c'est vrai qu'Artisan, du coup, permet ce suivi, puisqu'on a un suivi vraiment de données avec des relevés annuels, tant sur le gain en biodiversité que sur l'adaptation. Alors, on n'a pas encore enfin, on les compile et tout, mais on n'a pas encore forcément de résultats à présenter aujourd'hui, hein. Ça reviendra aussi sur la fin du projet. Je l'ai pas dit, mais c'est un projet de 8 ans qui a commencé en 2020-2021 et qui va finir dans 3 ans. Et vous, enfin, bien sûr, je pense que vous savez que c'est quand même des travaux assez importants, avec un suivi aussi qui demande du temps. Donc, on n'a pas forcément encore un recul nécessaire sur tous les projets. Il y a d'autres projets, d'ailleurs, il y a une page qui s'appelle Trophée Artisan. Donc, tous les partenaires artisans aussi mettent en avant des projets qui ont déjà eu lieu. Certains sont peut-être déjà un peu plus anciens, donc ont des retours aussi peut-être un peu plus précis. Et puis, sur les indicateurs autres, bah, ça va être plutôt du suivi aussi qualitatif, hein. Tout ne passe pas par la donnée. Sur l'avantage et tout, là, je pense qu'il y aura des enquêtes plus qualitatives sur comprendre comment ça a aussi permis d'autres bénéfices sur le cadre de vie, etc. Mais c'est quelque chose qu'on va valoriser aussi dans l'évaluation des sites artisans, quoi. Et qu'on voit déjà, je vous prends un exemple, par exemple en Guyane, on a fait un peu un petit rendez-vous avec eux pour voir un peu comment le projet avançait. Ils disaient, mais en fait, ce qui est intéressant dans le projet, c'est que on restaure des canaux d'évacuation des eaux pluviales dans certaines zones du territoire de Guyane. C'est des zones qui étaient très mal aimées par les habitants, perçues comme négatives, avec des odeurs, un peu, etc. Le fait de les restaurer, ça redonne aussi une place à ces lieux-là, ça redonne aussi un sentiment peut-être un peu plus de fierté aussi d'habiter aux environs de ces habitats-là. Et donc,
ça va aussi un peu plus loin, c'est dans la psychologie et puis la sociologie aussi de ces lieux par rapport à ça. Donc je pense qu'il y a aussi des bénéfices qu'on aura peut-être du mal à quantifier, mais qui vont être très intéressants aussi à observer dans le vécu aussi des habitants autour, quoi. Mais, écoutez, il faut qu'on continue sur Ouais, la suite du programme, mais merci beaucoup à Maury et Marion. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à répondre aux questions directement, soit dans le chat, soit dans le QNR. Il y a une question notamment dans le QNR entre lien crédit biodiversité et solutions fondées sur la nature. Sinon, on essaiera de prendre les questions et de vous les renvoyer. On en renverra aussi tous les liens qui ont été partagés dans le chat. Merci à Maury. Et Marion, on sera ravi aussi de diffuser le lien vers l'outil dont vous faisiez référence qui va être publié en janvier. Merci.